Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette table ronde juste après le déjeuner. J'espère que vous n'avez pas trop mangé. On va essayer de vous réveiller un petit peu. Le sujet de la table ronde concerne les réseaux sociaux, les nouveaux OTA, et puis faire la différence entre la visibilité et la vente. Donc autour de la table, on a Javier de Mirai, qui va se présenter dans 2 minutes, et Jérôme de WIP. Pour ma part, je m'appelle Guylain Denicel, je suis dans l'hôtellerie depuis 87, j'ai fait tous les postes veilleur de nuit à directeur, j'ai travaillé dans le conseil, j'étais associé chez Avel Pro, j'ai travaillé sur plein de sujets, j'ai eu plein de clients, et j'ai fondé Tendance Hôtellerie en 2009, où on parle de pas mal de marketing, de technologie, et où il y a souvent des avis tranchés. Notre monde manque un peu d'avis tranchés, je trouve, donc c'est pour ça que j'en ai. Y compris sur Google, même si j'ai pas le droit de dire du mal aujourd'hui. Javier, tu commences? Tu te présentes un petit peu, surtout personnellement. C'est important d'avoir ton parcours et puis aussi parler un petit peu de Mirai, de ce que fait Mirai. Avec plaisir. Bon, d'abord, merci beaucoup à Food Hotel Tech pour l'invitation, à Tendance Hôtellerie et à Guylain pour avoir organisé cette table ronde. Je vais essayer de m'exprimer en français, même si je ne parle pas trop bien. Javier Delgado, je m'occupe de la société Mirai en Europe. Comment est-ce que je suis arrivé là? J'ai commencé dans les lignes aériennes il y a 25 ans, après les tours opérateurs. Après, j'ai vécu ici en France pendant 2 ans et après, j'ai été embauché par Expedia. Donc, j'ai passé pas mal de temps chez Expedia, en travaillant surtout avec des hôtels. Et après, chez Google, pendant 7 ans, 8 ans. Et finalement, j'ai rejoint une société hôtelière, une chaîne hôtelière espagnole qui s'appelle Iberostar, assez grande. Et puis, depuis 1 an et demi, président pour l'Europe de la société Mirai. Et qu'est-ce qu'on fait chez Mirai? On aide aux hôtels à faire plus d'argent, à être plus rentable, à gagner plus d'argent, basiquement. C'est une bonne chose, ça, c'est pas mal. Hein. Surtout pour les hôtels, oui. Ouais. Alors ton français est parfait, hein. Il y a un petit accent, mais c'est pittoresque, c'est tout. Merci. Pour les gens qui sont debout au fond, venez, il y a plein de places, il y a des trous par-ci par-là. Merci. Je te laisse te présenter. Oui, c'est bon, on m'entend. Moi je suis Jérôme Diaz-Lopez, directeur commercial Europe pour la société WIP. J'ai rejoint WIP en 2015. Auparavant, j'avais travaillé chez une marque de coffret cadeaux qui s'appelle Smartbox. C'est là où j'avais un petit peu déjà appréhendé la partie travel, tourisme, parce qu'il y avait de l'intermédiation, notamment entre des prestataires et des clients B2C. Voilà, donc depuis 2015, j'occupe des fonctions de développement commercial pour WIP. WIP est une agence de web marketing spécialisée dans l'hôtellerie. Qui a pour expertise le développement de la réservation en direct, donc via le site internet notamment. Et ça va s'articuler autour de 2 pôles, un pôle d'acquisition, qui va être le sujet de cette conférence, et aussi donc un pôle plus de conversion avec le site internet, et en faire un vrai vecteur de réservation, le principal vecteur de réservation pour l'hôtel et le spécialiste de l'hébergement, bien sûr. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hôteliers dans la salle? Vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Et les autres, vous faites quoi là? Vous êtes restaurateur, étudiant? Bon. Muet en tout cas. Avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler les différentes phases de ce qu'on peut appeler la vie du client. Entre le moment où il peut commencer à avoir l'idée d'aller quelque part et puis le moment où il en est parti, il est rentré chez lui. Vous avez votre propre vision et vous travaillez sur chacun des aspects. Et ça serait bien que vous vous exprimiez, que vous expliquiez ça de manière concrète et bien phasée. Les 5 phases qu'on a toujours vues dans les voyageurs, l'inspiration, la comparaison, la planification, l'achat, le séjour lui-même, que c'est la partie plus importante, et les post-séjour, la partie d'après, les retours chez lui, comme tu as dit. Ça qu'on voit depuis Mirai, c'est que depuis des années, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'obsessions même sur la partie de l'achat. C'est-à-dire,
quand le voyageur, l'utilisateur, il va choisir la chambre ou il va choisir l'hôtel pour faire la réservation. Mais si on parle au jour d'aujourd'hui dans cette table ronde de visibilité, c'est très important d'avoir la visibilité, même sur la partie d'inspiration, parce que si on n'est pas visible sur la partie d'inspiration, c'est sûr qu'on ne sera pas sur la part d'achat. Au moins, pas de façon directe. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? On voit qu'au jour d'aujourd'hui, la partie de MetaSearch est devenue un point principal dans l'achat ou même dans la planification ou l'inspiration pour savoir combien ça coûte, où est-ce que l'hôtel se trouve, est-ce qu'il y a de la disponibilité ou pas. Et si on regarde les 5, 6, 7 dernières années, on voit qu'une société comme Google, que tu as nommé tout à l'heure, que c'était la dernière à arriver dans le monde du MetaSearch, a vraiment pris un poids énorme. Et pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place une technologie très forte de disponibilité et prix, et ils ont mené ces prix et cette disponibilité sur les différents territoires Google. Territoire Google, je veux dire Maps, je veux dire Search, je veux dire les différentes propositions qu'ils sont pour les voyageurs. Donc, vraiment, les hôtels, ils sont toujours obsédés par je vais avoir de la vente directe. Mais est-ce que vous êtes prêt à investir? Est-ce que vous êtes prêt à être sur les différentes vitrines? Parce qu'il n'y a pas de miracle. Hein. C'est seulement si on participe dans toutes les faces, les 5 faces qu'on a dit du voyageur, qu'on va arriver à avoir pas de la vente directe, mais on devrait parler surtout d'une relation directe avec les voyageurs. L'achat, c'est seulement une partie de cette relation qui doit être menée sur les 5 phases. Et sur cette phase d'inspiration, vous faites quoi chez Mirai? Plusieurs choses. Chez Mirai, on a 6 produits principaux. On fait le développement du web, qui est pour les hôtels. On fait les moteurs de recherche. On fait la connectivité, c'est-à-dire faire apparaître la disponibilité et les prix des hôtels sur des différentes plateformes, y compris les MetaSearch, bien sûr. On fait une partie des purs conseils. On fait la gestion des campagnes marketing, c'est-à-dire réseaux sociaux, MetaSearch, mais des autres aussi, SIM, même display. Et on a une partie contact center. SIM, tu peux expliquer? Je pense que tout le monde n'a pas forcément l'habitude des acronymes qu'on utilise entre nous. Désolé, Search Engine Marketing, c'est-à-dire marketing sur les moteurs de recherche spécifiques, où il y a Bing, il n'y a pas que Google, il y a des autres aussi. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. On va garder un temps de questions-réponses à la fin, mais si vous avez une question, parce qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, surtout dites-le tout de suite. Hein. Et chez Whip, alors, comment ça se passe? Alors, juste pour rappeler donc, bien les 5 phases, qu'on les ait bien tous en tête. Inspiration, achat, le pré-séjour, le séjour directement et enfin le post-séjour. Au niveau de Whip, nous, on intervient principalement sur l'inspiration et l'achat par des outils d'acquisition de trafic. Donc, on va tout de suite penser aux publicités sponsorisées, le référencement payant, qui est un outil qui est extrêmement puissant aujourd'hui. Parce que c'est un outil qui donne du contrôle. Il donne du contrôle parce qu'on sait exactement ce qu'on va faire et à quel moment on va intervenir dans un parcours d'achat. Pour rappeler un parcours d'achat travel, c'est en moyenne entre 15 et 30 jours. Bon, ça dépend des cultures, ça dépend des pays, etc. Mais ça va être systématiquement de multiples interactions. Il va y avoir différents moments où on va pouvoir cibler la personne. Et il s'agit d'être professionnel et d'être présent à chaque fois en suivant bien sûr cette partie-là. C'est sûr que Google est un acteur central. Sa position se consolide encore plus, on peut le constater ces dernières années, en mettant à disposition un arsenal de services à chaque moment. Mais il y a aussi beaucoup d'outils qui sont disponibles sur le marché. Là, par exemple, là, j'étais tout à l'heure dans les allées de Food Hotel Tech. On a des outils de pré-séjour, de séjour, post-séjour, qui permettent à l'hébergement, à l'établissement, vraiment de reprendre aussi la main sur son CRM, sur son suivi client, et qui vont derrière générer du revenu supplémentaire. Donc, c'est des outils qui sont aussi disponibles facilement et qui vont amener des choses supplémentaires, notamment en termes de conversion. Nous, au niveau de Whip, vraiment, pour être précis, donc il y a la partie inspiration sur des outils de référencement payants, des outils de réseaux sociaux aussi, les réseaux sociaux très puissants sur cette première phase de rêve, de découverte. Donc, qu'est-ce que vous faites, par exemple, vous deux, là, sur les réseaux sociaux?
Vous faites de la pub, vous faites du retargeting. Est-ce que vous allez jusqu'à des posts Insta, des choses comme ça, des influenceurs? Est-ce que vous allez dans cette direction ou... Alors non, à notre niveau, non. Ça, c'est des métiers vraiment particuliers. L'influenceur, c'est très puissant en termes d'adhésion, d'engagement, faire découvrir des hôtels, faire découvrir des destinations, des expériences. Nous, à notre niveau, c'est plus, on va se focaliser sur de la visibilité via ce qu'on appelle du remarketing, des ads remarketing, parce que, bon, on en parlera plus largement, mais c'est sûr que sur les réseaux sociaux, la démarche, si on réfléchit vraiment en traveler, donc le parcours du voyageur, pardon, excuse-moi, on est sur les réseaux sociaux, pas dans une démarche achat, pas dans une démarche active d'achat. C'est pour ça qu'on se positionne plus sur du remarketing ads, c'est-à-dire des gens qui vont venir sur votre site, qui vont naviguer, mais qui ne vont pas finaliser et terminer une réservation. Et là, les réseaux sociaux vont être puissants parce qu'en faisant du remarketing ads sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple, on va avoir la capacité de rappeler cette information à l'internaute. Est-ce que tout le monde voit bien de quoi on parle quand on parle de retargeting et de remarketing ads? Si tu veux, Guilhem, juste vas-y, tu continues. Pour continuer un peu la réponse, nous, on a un team, une équipe de 25 personnes qui gèrent des campagnes marketing, y compris les réseaux sociaux, c'est-à-dire on fait des campagnes spécifiques pour Meta, pour Instagram, même pour LinkedIn, pour des différentes plateformes. Les campagnes de remarketing, elles sont très importantes, mais il y a un gros défi que c'est l'attribution, c'est-à-dire comprendre c'est qui les voyageurs, l'utilisateur que j'ai ciblé la première fois, avec qui j'ai eu une interaction et qui peut-être qui va finir par acheter 2-3 semaines après sur une plateforme différente et peut-être avec une adresse email différente. De plus en plus, avec la fin de cookies, que ça va arriver bientôt, en fait, ça devait déjà être fini, mais ça a été rallongé par plusieurs raisons qu'on ne va pas discuter maintenant. Mais comprendre les audiences, c'est-à-dire à qui est-ce que je parle, comment est-ce que je m'engage avec cette audience, devient de plus en plus important. Les réseaux sociaux, à un moment donné, étaient vraiment des réseaux sociaux pour parler, pour partager des photos, pour partager des expériences. Mais on voit de plus en plus qu'ils deviennent des plateformes de performance. Et Meta est très clair par rapport à ça. Ils essayent de faire le monde communiquer mieux, de rapprocher les gens, et ça c'est très bien, mais il y a de plus en plus des formules, des solutions qu'ils ont mis en place pour faire devenir vraiment des magasins aux annonceurs qui sont sur ces réseaux sociaux parce qu'ils ont la capacité de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire, avec qui ils parlent, où est-ce qu'ils veulent aller et la façon qu'ils ont de consommer. Donc, on peut dire qu'il y a une amazonisation des réseaux sociaux qui devient de plus en plus des vrais magasins, des vraies boutiques. Ça, c'est pas simple à maîtriser, mais d'ici à 2-3 ans, je pense que les volumes de transactions qui seront complétés sur des réseaux sociaux seront beaucoup plus grands qu'on voit aujourd'hui. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, demain j'anime une table ronde avec quelqu'un de Meta et quelqu'un de Google sur ces sujets précis. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail. Et il a envoyé plein de contenu justement pour qu'on puisse rentrer dans le détail de ce qui est en train d'arriver et de ce qui se passe là-dessus. Alors moi, il y a un truc qui me choque toujours, c'est que quand je regarde la page de Booking, j'ai pas peur de le dire, c'est moche. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ramassent, hein? Comment ils font? Ils font leur boulot très très bien, hein. Ils ont une présence, on va dire, totale sur le web. Ils ont même commencé à investir, on voit aux US, aux États-Unis, sur la télé, parce qu'ils n'avaient pas la capacité, ils avaient déjà saturé, on peut dire, le monde digital. Ils chopaient vraiment tous les clics possibles sur toutes les plateformes, dans tous les formats. Donc, ils commencent à faire les schémas en marche arrière. Si tout le monde va vers le digital, eux, ils vont du digital vers le monde de la télévision, par exemple, pour créer la marque ou développer la marque encore plus. Donc, Booking, c'est une solution très solide, on ne va pas discuter ça. Et à mon avis, l'hôtelier, il doit utiliser cette vitrine d'une façon intelligente. Parce que Booking, à mon avis, c'est très facile de devenir très dépendant de Booking. C'est un peu comme l'héroïne. Une fois qu'on l'a goûté une fois, à mon avis, c'est très difficile
de se décrocher. Et pourquoi? Parce qu'eux, ils font un outsourcing pour l'hôtelier. Vendre, ce n'est pas facile. Vendre, ce n'est pas bon marché. Il faut développer cette capacité. Il faut être prêt à investir, à connaître la technologie et la maîtriser. Donc, si on décide si je suis un hôtelier des Parisiens avec 50 chambres et moi, je n'ai pas envie d'avoir un site web comme il faut, avec un moteur comme il faut, participer sur le MetaSearch comme il faut, avoir des campagnes marketing, avoir un team de ventes, avoir un team qui va s'en occuper du client sur plusieurs langues avec un contact center, avec des moyens de paiement différents. Si on ne veut pas faire ça et on veut payer 15, 20, 25, 30% à Booking, allez-y. C'est quelque part un outsourcing complet. Si par contre l'hôtel il préfère de développer la capacité de vente à lui-même et gagner plus d'argent, il va falloir y investir. Une chose est claire, il n'y a pas de miracle. La vente directe à 5%, ça n'existe pas. Donc c'est un choix vraiment de business. C'est l'hôtel qui doit décider, les propriétaires de l'hôtel, s'il veut payer à quelqu'un d'autre entre 15 et 30% pour remplir l'hôtel. Et pour toi, les recettes de Booking, alors, parce qu'il utilise quand même 2-3 artifices, notamment financiers. Oui, alors déjà, on m'entend? Ouais, ok. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que aujourd'hui, l'opérateur qui utilise le mieux les outils digital marketing, c'est Booking, et de loin, et pendant de nombreuses années. Donc en fait, c'est comme ça que Booking a construit son emprise, son empire, si je peux dire, sur le marché. C'est en utilisant les outils de digital marketing type Search Ads, type Google Hotel Ads, TripAdvisor, Trivago, tous ces outils en fait où les distributeurs vont se positionner. Et donc, à partir du moment où il s'est positionné par exemple sur du mot-clé de brand protection, donc en achetant le nom de l'établissement, il a tout de suite capté le marché. Et donc, reprendre la main dessus, c'est impératif pour l'hôtel de contrôler sa distribution en rachetant son nom de marque notamment, parce que fatalement aujourd'hui, quand on recherche un établissement, on verra que sur les outils Google notamment, mais aussi TripAdvisor, les OTA vont se positionner. Donc c'est indispensable aujourd'hui de se positionner comme ça. Ensuite, comment se rendre un peu plus sexy sur les OTA? Bon, c'est toujours un peu difficile parce que les pages sont templatées. On a tous la même page, un 5 étoiles à la même plage qu'un bed and breakfast. Il faut utiliser au maximum les outils mis à disposition, donc ce soit des descriptions, des images, créer vraiment une unicité en fait entre les différentes plateformes, les différents distributeurs, s'assurer qu'on a les mêmes informations sur Booking.com, sur Expedia, sur le site internet. Ça peut paraître comme ça bateau, mais avoir le même nom, le même nom de catégorie de chambre, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé aussi parce que ce n'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Et ensuite, Booking met en place des programmes que j'imagine ici tout le monde connaît, qui sont des preferred pour aller remonter sur des listings de recherche, qui sont des outils aussi qui tout de suite ramènent du chiffre d'affaires, mais effectivement, on met le doigt dans l'engrenage. Les outils de Genius aussi, qui vont permettre de fidéliser un client. Donc voilà. Genius, il est fidélisé pour Booking, il n'est pas fidélisé pour l'hôtel. Hein. Tout à fait. Oui, absolument. Absolument. Après, l'enjeu ici, c'est d'avoir une stratégie globale qui est une stratégie de réservation en direct. Et dans la stratégie de réservation en direct, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans les OTA. C'est quelque chose que nous, on conseille parce qu'ils vont donner une exposition que aujourd'hui, aucun outil ne pourra donner. La question, c'est plutôt, est-ce que ces outils, ces distributeurs, ces OTA, ils vont m'amener de la réservation incrémentale ou ils vont simplement faire l'intermédiaire entre ce que je pourrais faire naturellement et ce que... Donc l'idée c'est ça. Il faut vraiment utiliser les OTA comme un vecteur d'exposition et ensuite mettre en place une campagne de digital marketing sur des outils qui peuvent être du Search Ads, des MetaSearch, des outils indispensables aujourd'hui pour ramener le trafic en direct. En fait, les deux cohabitent. Les deux stratégies vont ensemble. Une stratégie OTA, on aura beau les sélectionner de la meilleure des façons, avec les meilleures conditions de paiement, d'annulation, etc. Si en parallèle, on ne met pas en place ces outils de digital marketing,
il va manquer quelque chose. Ouais. Mais Là, moi, je me souviens. Ah, vas-y. si je peux me permettre, Jérôme, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que Booking, c'est une super société. Il faut juste jeter un coup d'œil à la market cap, la valeur en bourse de cette société. Et c'est grâce à la maîtrise des outils et de la technologie qu'ils ont créé ça. Mais il y a un point très important avec l'argent des hôtels. C'est avec votre argent que l'Empire il a été construit. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et en même temps, quand on voit, la semaine dernière, c'était l'ITB, un salon très important à Berlin. J'ai parlé avec un hôtelier italien et il me disait, non, moi je vais sortir sur MetaSearch parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas présent parce qu'on vendait tout en direct ou presque en direct aux Italiens. Et on a fait une recherche là sur son stand direct et on avoue que l'hôtel il sortait. Et tout d'un coup, il était très content. Ah, maintenant je suis présent, je suis content. Et je lui dis, oui, monsieur, mais ce n'est pas votre publicité, c'est quelqu'un d'autre qui va vous faire payer pour vous référencier. Donc les hôtels encore, ils ne comprennent pas que si eux, ils veulent pas, ils décident pas d'être présents sur le MetaSearch en direct, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre leurs produits, leurs chambres, va les vendre sur le Meta, et après, il va passer une facture, évidemment. Ok. Moi qui suis un vieux, on travaillait les marchés un par un. On travaillait le marché anglais d'une manière différente du suédois, des Avec américains. des prix différents. Avec des prix parce qu'ils ont des comportements différents. Ils viennent pas pour les mêmes séjours, ils veulent pas la même chose, ils viennent en famille, pas en famille, enfin, etc. Et on a un peu perdu ça avec le web là. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui là? Bah, d'abord, ce n'est pas légal de vendre la même chambre, exactement la même chambre, avec les mêmes petits déjeuners, avec la même occupation, à deux prix différents parce qu'un voyageur a le passeport espagnol et l'autre il a le passeport portugais. Même si c'est fait encore, ce n'est pas légal. Donc d'abord, si on continue à faire ça, on risque d'avoir une amende parce que la communauté européenne ne permet pas de faire ça. C'est vrai que surtout sur les marchés, les destinations de soleil, on va dire, des plages, ça existe encore. Mais depuis que le web s'est développé dans les dernières 20 ans, et Booking a beaucoup aidé à vraiment assouplir ça ou à mettre en place un seul modèle de pricing, à mon avis, ce n'est pas une question de mettre un prix différent par pays, c'est de gérer les prix par canaux ou par audience. Un exemple, on voit au jour d'aujourd'hui les chaînes qui sont plus développées ou plus sophistiquées dans leur distribution, ils ont décidé de mettre des typologies de chambres spécifiques sur les méta qui sont seulement disponibles sur leur site à eux, des prix particuliers de non-refundable, des tarifs non remboursables sur des méta seulement réservables, bookables sur le site à eux, c'est-à-dire récupérer les contrôles de chambres, parce que c'est ça le plus important. Les chambres appartiennent à l'hôtel. Et on avoue beaucoup de fois que l'hôtel, un hôtel de 100 chambres a vendu 500 chambres pour être sûr qu'il arrivait à compléter l'occupation. Dans le monde d'aujourd'hui, ça, ce n'est pas une stratégie adéquate. Il faut être capable de bien comprendre d'abord combien est-ce que ça ramène chaque canal de distribution, combien est-ce que je vais garder dans la poche pour une chambre que j'ai vendue en direct versus une chambre que j'ai vendue via HotelBeds, si est-ce que je travaille avec des bedbanks ou des OTA expédiés à Booking ou qui que ce soit. Mais bien maîtriser les données, c'est un point principal. Essayer de arnaquer les gens selon leur passeport, ce n'est pas une stratégie idéale. C'est pas forcément arnaqué, mais ils n'ont pas les mêmes séjours, ils n'ont pas le même petit déjeuner parfois, ils ont parfois des choses différentes. Si le produit il est différent, le produit on est en général, on le si fait le différent. produit il est différent, on peut les vendre à un prix différent. Mais si le produit il est le même, on doit les vendre. Évidemment. Évidemment. C'est pas ça que tu avais dit au début. Hein. Non, mais on travaillait parce que les gens avaient des comportements différents, disons. Ils avaient des comportements différents et une manière de consommer leur séjour de manière différente. On voit, mais on voit des comportements très différents. Les booking windows, par exemple, les temps entre la réservation et le séjour, normalement, sur les pays du Nord, c'est-à-dire la Suède, la Finlande, qui vont vers les pays du Sud, Espagne, Portugal, même la France, normalement, ils organisent leur voyage avec 90, 100, 120 jours de prévoyance, on va dire. Et les Français qui vont voyager en France, peut-être ils font ça en 10 jours.
tu as déjà une segmentation naturelle par les marchés d'origine selon la façon de voyager. Est-ce que tout le monde dans la salle, parmi les hôteliers, sait bien calculer le prix de revient de chaque canal? Je vois pas beaucoup de mains qui se lèvent. 1, 2. Bah, félicitations parce que c'est pas facile à faire. Hein. Non, c'est pas facile du tout. On a déjà parlé de plein de choses. Hein. Une fois qu'on a réussi à capter le client sur son site web, qu'est-ce qu'il faut faire pour le garder? On lui dit je te donne des sous, enfin je te donne une remise. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Une fois qu'on a réussi à le faire venir sur son site web, ce qui est déjà un travail assez fort. difficile. C'est difficile. On est bien d'accord. Bah, il faut tout d'abord les convaincre d'acheter si est-ce qu'il veut acheter, parce qu'on ne sait pas s'il est juste en window shopping, non, en train de se balader un peu pour comprendre. Mais Jérôme, il a dit tout à l'heure que les descriptions et les photographies, c'est très difficile de se différencier sur une OTA, sur une vitrine de quelqu'un d'autre. Nous, chez Mirai, on parle beaucoup de flagship store. Si moi, je suis un voyageur ou un consommateur, et je rentre ici à Paris à la flagship store de Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, l'expérience va être une expérience sublime, c'est-à-dire où la marque va tout me raconter. Ils vont avoir les catalogues complets, tous les produits, toutes les tailles, toutes les couleurs. C'est-à-dire, moi, je rentre dans le monde de cette marque et ils vont m'appeler par mon nom s'ils me connaissent. Ils vont m'offrir une coupe de champagne. Ils vont, peut-être, s'ils ont décidé de me faire une remise à moi ces jours-là, ils vont la faire de façon personnalisée. De l'autre côté, si moi je suis un acheteur, un utilisateur, que je vais acheter un sac de Louis Vuitton au printemps, ou à Galeries Lafayette, ou à Sears aux États-Unis, l'expérience, elle va être complètement différente. Complètement différente par définition, parce qu'on est chez quelqu'un d'autre qui revend mes produits. Bah, la web doit devenir vraiment le flagship de l'hôtel, c'est-à-dire où on va mettre en place toute la magie de notre produit, on va tout expliquer, il va avoir des descriptions parfaites, longues, avec plein de photos, plein de vidéos, avec tous les produits, toutes les chambres, très important, toutes les chambres, même les suites, les appartements s'il y a, bah, tous les produits complets, pour avoir la capacité d'expliquer qui on est. Une des choses qu'on a vues pendant la pandémie, c'est qu'il y avait plein d'appels aux hôtels pour savoir est-ce que la piscine elle est ouverte ou pas, est-ce que le petit déj il est servi ou pas, les restaurants. Et les distributeurs, les OTA, n'ont pas la capacité d'avoir l'information mise à jour de la même façon que sur notre propre vitrine. De la même façon que Vuitton a la capacité de changer tous les magasins pendant la nuit, il n'est pas capable d'envoyer sur tous les printemps ou les Galeries Lafayette du monde leurs produits. Bah, il y a une analogie entre les flagships et la distribution qui est très importante. Donc, pour revenir à ta question, quand on a déjà un client dans les magasins, dans les flagship stores, il faut lui expliquer pourquoi il doit acheter notre produit. Évidemment, il faut avoir les meilleurs prix et la meilleure disponibilité toujours. Et si on décide de cibler à cette personne parce qu'on sait qu'il va revenir ou qu'il a déjà acheté plein de fois, ou qu'il est une personne qui voyage avec 3 gosses, il faut savoir présenter un produit spécifique et personnalisé. La technologie au jour d'aujourd'hui nous permet de faire ça en direct. La comparaison avec Vuitton est vraiment pas mal. Hein. Elle est vraiment J'ai bonne. dit Vuitton, mais c'est les flagship non, store. mais elle est vraie et elle est excellente. On la ressent tout de suite. On peut parler de la même façon si on parle de la moutarde maille. On a une boutique spécialisée où ils sont tous les produits, où tu vas au Monoprix et tu vas trouver sur l'étagère 2 ou 3 produits. Un Nespresso le fait aussi. Hein. Nespresso a maîtrisé ça très bien. Ouais, et il y a même toute une expérience. Tu rentres chez Expresso et tu trouves que tu es vraiment quelque part spécial. Bah, il faut essayer de faire la même chose avec les hôtels sur le web. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Il parle beaucoup. Hein, donc, Javier a tout dit. Je veux dire, en résumé, le site internet, c'est la réception de l'établissement, de l'hôtel. Donc il faut tout de suite segmenter. Il faut que ce soit tranchant, c'est-à-dire que l'internaute, le voyageur, tout de suite il comprenne qu'il est sur le site officiel et qu'on lui propose autre chose.
une expérience différente, un engagement différent, une personnalisation différente quand il est sur le site internet. Et donc ça passe évidemment par une offre, des conditions d'annulation, des choses comme ça, et bien sûr un prix. Donc il faut, sur le site officiel, ça je pense que c'est maîtrisé de toute façon par toute l'hôtellerie au sens large en France, un meilleur deal en direct fait la différence aujourd'hui. Il faut le dire en plus. On voit les petits widgets qui disent je suis à tel prix sur Booking, je suis à tel prix sur... Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, l'enjeu, ça je pense que vraiment c'est quelque chose qui est maîtrisé aujourd'hui par tout le monde. L'enjeu, c'est plus garantir que son prix soit toujours le meilleur, notamment sur les comparateurs de prix, les fameux meta-search. Et là, il y a un travail de fond à faire parce qu'aujourd'hui, les OTA, les distributeurs, ils redoublent d'efforts. On en parlait tout à l'heure avec des conditions Genius, avec récemment des sujets sur les cartes virtuelles qui font qu'ils arrivent à se positionner sur des prix plus intéressants que le site officiel. Et c'est ça, on pense, l'enjeu aujourd'hui pour les établissements, plus que est-ce qu'il faut un meilleur prix en direct. Ça, c'est quelque chose que tout le monde aujourd'hui a intégré. Donc là, c'est de la vigilance, c'est bien connaître ses contrats OTA, c'est bien connaître les conditions, notamment sur les offres promotionnelles. Je pense qu'ici, tout le monde a connu ces fameuses offres qu'il y a l'été, qu'on donne à un OTA, il y a une fenêtre, et on octroie par exemple 15% de réduction, 10% de réduction. Mais cette information, elle n'est pas au moment où éventuellement un revenu manager ou un general manager va les déclencher sur la partie OTA, ne les répercute pas sur son site. Donc tout de suite, on a un prix qui est artificiellement plus élevé et donc ça demande un travail de suivi et de mise à jour. Et comme les OTA travaillent beaucoup pour toujours avoir un levier supplémentaire, avec des choses très récentes encore sur les cartes virtuelles par exemple, c'est le vrai challenge. Mais effectivement, sur le site internet, différenciant. Vas-y. Ça te dérange, Guillaume, si on demande aux hôteliers qui a un prix spécial sur Booking.com pour les réservations qui viennent du téléphone portable, de mobile, les mobile rates? Est-ce que vous avez le même tarif sur vos sites pour les utilisateurs qui sont en mobile? Le monsieur du fond, oui. Mais il y avait qu'un qui a dit ça. Donc, c'était un exemple typique. Booking.com, plus de 75% de leur trafic vient du portable. Parce que l'application se considère trafic portable, parce qu'il est trafic portable. C'est évident. Ça l'est. Donc, si moi, hôtelier, je donne des conditions plus intéressantes aux voyageurs sur une plateforme qui n'est pas la mienne directe, la guerre, elle est très difficile à être gagnée. Et aussi, il faut faire des analyses mathématiques. Donc, les OTA, c'est des vitrines très intéressantes pour capter un client. Et il faut être prêt à payer pour ces clients une fois. Une fois. Si on paye 20%, mais c'est un client que nous, après, on est capable de le rendre loyal, et il nous visite une deuxième fois en direct, la commission, elle est déjà divisée par 2. C'est des mathématiques assez simples. C'est les principes, les concepts de LTV, Lifetime Value, la vie complète du client. Le problème, c'est que l'hôtel, il préfère payer à chaque fois les 15-20% et pas faire l'effort de capturer ses clients en direct. Si les mêmes hôtels, les hôtels qui sont présents ici, ils ont mis un prix spécial sur Booking.com pour MetaSearch, les recherches qui sont faites sur les portables, Booking va apparaître avec un prix qui est plus bas que celui de l'hôtel. Donc la guerre, elle est déjà perdue à ce point-là. Si par contre, l'hôtelier il décide d'avoir un prix plus bas que Booking.com sur cette recherche, et on peut le faire, et une fois que le client il arrive, on lui demande l'adresse email. Il y a plein d'hôtels encore dans le monde, moi je voyage beaucoup, il y a plein d'hôtels qui ne te demandent pas l'adresse email. Jamais. Et même si j'ai réservé par les sites web, c'est hallucinant, mais ça arrive. C'est hallucinant. C'est hallucinant, mais ça arrive. Oui. Booking.com essaye et les autres hôteliers aussi, ça c'est rien contre Booking.com, mais essaye de rendre aveugle à l'hôtel parce qu'ils veulent développer vraiment un mur chinois entre la demande et l'offre, parce que la valeur de l'intermédiateur, il est là.
Donc, il faut juste développer la capacité des ventes directes et être prêt à investir. Parce que c'est très curieux. Il y a plein de programmes de visibilité. Booking Genius, tous les autres. Media Solutions chez Expedia, la tarif package, peu importe. Mais tout passe toujours par mettre plus d'argent sur la table. Mais quand on parle avec les messieurs, madame hôtelière, et on lui dit, est-ce que vous êtes prêt à mettre en place un contact center pour vendre plus sur des langues que vous n'avez pas à la réception? La première question, c'est pas combien est-ce que vous allez vendre de plus? Combien ça coûte? C'est combien ça coûte? Et tu dis 6%. Ah non, ça c'est trop. 6%. Mais si le market manager de Booking rentre par la porte et ils disent, je peux vous mettre sur une nouvelle email marketing campagne, ça va coûter 30%. Ils signent direct. Donc, elle est où la cohérence? Ils vont payer 5 fois de plus pour la demande incrémentelle que Jérôme a dit tout à l'heure. Parce qu'ils payent au résultat. On va essayer de revenir un petit peu au site web. On a dit sur le site web, donc, des meilleures photos, de la vidéo, un prix qui soit de meilleure qualité, un widget. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre outil technologique qui permet justement de faire en sorte de garder le client ou de le faire revenir à minima? Qu'est-ce que vous voyez comme outil? Il y a pas mal d'outils sur le marché, type de la personnalisation de sites internet, avec ce qu'on appelle des inliners, c'est-à-dire des encarts qui vont apparaître en fonction de l'internaute. Est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid, est-ce qu'il a eu un comportement, tout ce qui, voilà, au préalable dans sa recherche, quel type de comportement il a eu. Il y a des messages aussi qui sont personnalisés, il y a du stress marketing. Après, l'enjeu, c'est, bon, il ne faut pas que son site internet devienne un arbre de Noël avec énormément de choses. Il faut toujours piloter à la performance, au ROI. Et regarder ce que ça fait. Mais il y a beaucoup d'outils de personnalisation qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui, en plus de ceux dont on a parlé. Des price checkers qui peuvent comparer et mettre l'information directement. Voilà, donc, mais ce type d'outil de personnalisation à outrance permet justement de vraiment cibler de l'internaute. Un internaute ne verra pas le même message, par exemple, de pop-up en fonction de sa provenance, de ce qu'il a fait auparavant, de son historique de navigation, tout ça. Donc ça peut être des outils supplémentaires qui vont encore engager encore plus l'internaute sur le site officiel, parce que c'est vrai que le site officiel, c'est vraiment le moment de maîtrise qu'on peut avoir. Après, il ne faut pas non plus s'arc-bouter sur le moment où l'internaute arrive sur le site officiel, parce que dans un parcours d'achat, il y aura une première interaction avec le site internet, mais la réservation peut très bien se faire sur le site internet plusieurs jours après. C'est là où les outils de remarketing vont être puissants, parce qu'on va rappeler à l'internaute, notamment avec un CTA, donc un call to action, une action, quelque chose, par exemple un moins 10% ou un petit déjeuner offert sur un réseau display, par exemple, avec des bannières. Le remarketing, c'est vraiment important d'avoir un élément déclencheur. Ce n'est pas juste une bannière pour rappeler l'existence de l'hôtel avec un nom. Il faut qu'il y ait dans l'annonce, display éventuellement, hein, c'est le plus simple à comprendre, à visualiser, d'avoir ce type d'incentive, de promotion. Voilà. Mais d'ailleurs, on le voit sur d'autres plateformes. Hein. Si on va sur La Redoute ou autre, on va regarder un article, peu importe, une chemise, un t-shirt. On quitte La Redoute, une demi-heure après, on reçoit un email en disant « mais l'article est toujours là, qu'est-ce qu'on fait quoi ?» L'hôtel, on ne l'a pas en général. Booking le fait, mais l'hôtel ne le fait pas. Quoi. Ça, c'est disponible. C'est disponible, mais l'hôtel ne le met pas en place. Quoi. Il y a beaucoup d'hôtels qui ne le font pas. Nous, on travaille avec environ 3500 hôtels dans le monde et on a déjà plus de 30% des clients qui utilisent la récupération de paniers. C'est-à-dire, une fois si on récupère les données clés que l'usager, que le voyageur nous a laissées sur le site, et on a même une cotisation, une date, on peut utiliser ça de plusieurs façons. Soit ciblé avec un email spécifique, soit en campagne de display, comme Jérôme l'a dit. Ça, c'est faisable, c'est tout à fait faisable hein, au jour d'aujourd'hui. C'est simple. La technologie existe, il faut juste l'utiliser. Tout à fait. Okay. Je me permets aussi d'ajouter que sur la partie remarketing, qui est vraiment un outil puissant, on peut cibler des gens qui sont venus sur le site internet et qui n'ont pas finalisé et complété la réservation, mais on peut aussi travailler sur des audiences similaires en disant par exemple, moi je veux cibler des gens qui ressemblent
aux gens qui sont venus sur mon site internet qui n'ont pas réservé. Ce type d'internaute, je vais le cibler par des audiences géographiques. Il y a plein de critères derrière en fonction de l'historique de navigation. Des gens qui vont être intéressés par du voyage, votre destination, Paris par exemple, du bed and breakfast si vous êtes un bed and breakfast. Et on peut cibler ce type d'audience aussi en amont pour justement intéresser, augmenter sa couverture, son audience, et donc aller chercher à maximiser finalement du trafic et du potentiel. Je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. Les audiences ont été toujours très très importantes, mais avec la fin des cookies, ça va devenir essentiel pour l'hôtel. Donc normalement, on utilisait les cookies d'autres, c'est-à-dire les third-party data, des données de quelqu'un d'autre. Le développement des données à nous-mêmes, à l'hôtel, à lui-même, pour pouvoir les utiliser, devient de plus en plus important. Donc, il y a même des outils de CRM, de Customer Relationship Management, qui deviennent de plus en plus bon marché et accessibles pour vraiment pouvoir développer une force de vente, que soit, ça ne sera jamais comparable à Booking.com, mais la technologie qu'eux, ils ont fait un facteur de différenciation pendant des années, elle est de plus en plus abordable et disponible pour tout le monde. La partie audience que Jérôme a nommée, c'est clé. Alors, on avait préparé une grande liste de questions et on a passé beaucoup de temps sur les premières. Il va falloir qu'on essaie de faire un peu plus court. Donc, les OTA, en fait, il y a les deux gros OTA. Il y a Booking et Expedia. Mais est-ce qu'il faut être présent sur les autres aussi? Oui ou non? Surtout les petits, surtout les spécifiques sur des niches, sur des marchés. Je parle pas des grandes, des petites. Moi, je te dirais, il faut être sur les OTA qui ne vont pas emmerder mes prix. Donc, s'ils vont jouer dans les règles du jeu, oui, il faut y être. Mais si Booking ou Expedia commencent à prostituer mes prix et ma disponibilité, il ne faut pas y être. Il ne faut pas y être. Ce n'est pas une question des grandes ou des petits, c'est une question d'intégrité. Donc, si on est sur HotelBeds et HotelBeds commence à prendre mes prix, à la revendre sur des sites en Chine ou en Suède ou au Portugal, peu importe où, hein, sans contrôler, sans respecter les règles du jeu, il ne faut pas y être. Donc, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de politique et de stratégie. Ok. Tu as peut-être un mot à ajouter là-dessus, non? Juste quelques mots. Il faut sélectionner les OTA dans une sélection drastique. Conditions d'annulation, conditions de paiement, conditions de promotion. Et voilà, choisir des OTA qui vont avoir des conditions acceptables pour l'hôtel. Okay. Côté MetaSearch, Google a vraiment pris le lead là, en 2-3 ans. Google a totalement renversé le marché, puisqu'on avait Trivago qui était hyper puissant, on avait TripAdvisor qui était vraiment très puissant, et Google les a tous mis loin derrière. Est-ce qu'il faut continuer à faire du TripAdvisor, du Trivago, et même les autres, hein, parce qu'il y a d'autres petits... pareil, ils sont plus modestes, disons. S'ils respectent les règles du jeu et les niveaux de commission, le ROI, le Return on Investment, il est intéressant, oui, pourquoi pas. Mais les deux choses sont très importantes. Si je vais perdre le contrôle de mes prix, non. Si le ROI il n'est pas intéressant, non. Oui, bien sûr. TripAdvisor, c'est quand même 500 millions de visiteurs uniques par an. C'est le site de référence aujourd'hui sur les reviews, sur les avis. Il a une exposition mondiale, globale. Quand c'est bien maîtrisé, quand on cible bien, et aujourd'hui TripAdvisor le permet, de cibler les bons marchés, les bons supports, tablettes, mobile, desktop, des durées de séjour, on arrive à avoir des retours sur investissement qui sont très sérieux, supérieurs à 20, supérieurs à 25 sur des ROAS, donc des retours sur un investissement de campagne. Trivago est plus, on va dire, situationnel. Il est très fort en Europe sur une clientèle, par exemple tout le marché germanique, c'est très bon. Comme on peut maîtriser par budget et par ciblage, on arrive aussi à avoir des bons taux de conversion et d'audience. Après, Google Hotel Ads aujourd'hui est indispensable. Je pense que c'est même plus une réflexion aujourd'hui pour les établissements. On doit être présent avec son prix officiel. Le challenge, on en parlait tout à l'heure, c'est plus de maîtriser son prix et s'assurer qu'on est bien toujours le moins cher par rapport aux OTA.
Parmi les hôteliers présents, est-ce que vous êtes bien en direct sur Google Hotel Ads ou est-ce que vous passez uniquement par Booking ou les autres OTA? Vous levez la main, s'il vous plaît, ceux qui sont en direct sur Google Hotel Ads. Il n'y a pas autant de mains qu'il y a d'hôteliers. Hein. Mais il faut considérer un autre point aussi, Guilian, c'est la façon de participer. Parce qu'il y a 3 modèles principaux. Il y a CPC, c'est-à-dire je dois faire l'enchère, être prêt à payer et après prier pour savoir si ça devient en réservation ou non. Il y a la participation CPA, Cost per Acquisition, c'est-à-dire je paye seulement s'il y a une réservation faite. Et il y a Commission per Stay, c'est-à-dire je paye seulement après le check-out du client. Donc le niveau de risque n'a rien à voir, le niveau de Return on Investment n'a rien à voir, et pas tous les méta ont les 3 niveaux, les 3 façons de participer. Donc si on est un petit hôtel du 15e avec 40 chambres, ça va être très difficile d'avoir la capacité de maîtriser les mondes CPC. Par contre, les CPS, Commission per Stay, où je paye seulement après le check-out, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça peut être encore une chose qui va modifier ma décision de participer sur un tel ou un autre. Ok, on va vite. TripAdvisor, c'est quand même le seul qui participe à la phase d'inspiration dont on parlait tout à l'heure. Hein, parce que lui, il a du contenu, il a énormément de contenu. Ses forums sont quand même des forums très puissants qui sont consultés par énormément de monde. Hein. C'est le seul parmi tous les meta-search qui a ça. Qu'est-ce que vous pensez des Instagram, des TikTok et de tous les autres sites concernant est-ce que ça produit de l'intérêt pour tout le monde? Ou est-ce que vous voyez plutôt de l'intérêt pour une typologie d'hôtel? On parlait d'un hôtel dans le 15e arrondissement. Est-ce que TikTok va avoir de l'intérêt pour lui? Alors qu'un hôtel dans les îles, forcément, ça aura un peu plus d'intérêt. Enfin, ça me paraît assez logique, mais vous avez un œil plus professionnel et vous avez des chiffres surtout. Écoutez, il n'y a pas longtemps, Meta, enfin Facebook, s'est présenté au World Tourism and Travel Council. C'est pas une entreprise, mais c'est c'est le comité mondial du tourisme. Le comité mondial du tourisme pour faire partie de ça. Pourquoi? Parce que Meta, Facebook a dit que les contenus plus partagés chez eux sur les plateformes, c'est 2 choses, bouffe et voyage. Donc, il se présente de plus en plus comme une société de travel, pas comme un réseau social. Donc, les chiffres qu'on voit, c'est beaucoup des moments d'inspiration et de recherche passent par Instagram et par TikTok et par des autres compagnies. À mon avis, si on a cette même conversation d'ici à 4 ans, le pourcentage sera au moins le double ou le triple. Donc, il va falloir y être. C'est juste une question de return on investment. Parce que faire aujourd'hui une campagne sans pouvoir maîtriser les ROAS sur TikTok, ça ne sert pas à grand-chose. Tu veux préciser un petit peu la question? Tu as des chiffres, toi? Alors, je n'ai pas de chiffres à proprement parler. En revanche, aujourd'hui, on constate clairement que les réseaux sociaux sont des outils puissants sur la partie destination, inspiration. Ils permettent vraiment aujourd'hui d'arriver très haut en fait, dans la recherche. Donc là où on est dans une phase de découverte. Donc là-dessus, c'est vraiment des choses qu'on recommande. Après, il faut aussi, chaque hôtel est différent, tu l'as dit. Les hôtels n'ont pas tous une histoire ou un établissement, une histoire à raconter, un contenu à partager, n'ont pas tous la possibilité de faire venir un influenceur dans l'hôtel qui va parler de l'hôtel à ce moment-là. Donc il faut être vigilant. Il faut de toute façon, comme c'est un outil de digital marketing, toujours être très précis dans son ciblage et se dire voilà, moi j'ai ça à raconter, je peux cibler à ce moment-là mon internaute haut dans le parcours. Voilà. Par exemple, sur les influenceurs, j'avais vu récemment, quand ils vont dans les hôtels, ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est de mettre des codes promotionnels, des promo-codes, dans la story. Comme ça permet de tout de suite tracer l'attribution, parce que sinon, c'est sûr que c'est difficile quand quelqu'un va parler ou mettre en avant un établissement, c'est difficile d'aller traquer en fait la conversion in fine qui pourra, la découverte, c'est toujours un peu flou à quel moment la personne a découvert l'établissement. Donc ça peut être ce petit type d'outil qui permet in fine de bien tracer sur les réseaux sociaux.
D'ailleurs, la loi est en train de changer sur les influenceurs. C'est en train de passer en ce moment. Il va y avoir des améliorations pour le client, que le client soit vraiment informé que l'influenceur a été rémunéré par la marque, parce que c'est pas toujours très transparent, c'est pas toujours évident. Ils sont quasiment tous payés pour le faire. Il suffit juste de le dire. C'est pas mal d'être payé. Le tout, c'est de le dire, quoi, c'est tout. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un a des questions? Attendez. Merci. Si vous pouviez vous présenter. Oui, bonjour, enchanté, Benoît. Merci beaucoup pour les explications et pour ce que vous avez mentionné, c'est très intéressant. Alors, j'ai une petite question par rapport à tout ce qu'on a évoqué, par rapport aux pistes de résolution, que ce soit la distribution, que ce soit la différenciation ou même la tarification dans une moindre mesure. Si on transpose le sujet aujourd'hui par rapport à ce qu'on évoquait de l'hôtellerie à la restauration, sur une industrie qui est un peu moins mature, est-ce que vous pensez que ces mêmes leviers peuvent être différenciants et pourraient finalement améliorer quelque part la distribution en restauration? Qui veut répondre parmi vous deux? C'est toi qui as le micro. Je ne suis pas là pour challenger, c'était juste par curiosité. Merci. Alors sur la partie restauration, pour être très précis, c'est pas du tout notre verticale. Aujourd'hui, j'ai pas ce type de réponse. Il y a des acteurs sur la partie restauration qui sont forts. Maintenant, dire que c'est transposable directement par rapport aux logiques hôtelières qu'on a de distribution sur de la disponibilité de chambres, voilà. Pour l'instant, je franchis pas le pas. Mais Moi, je vais me permettre de donner une opinion un peu plus forte. Moi, je pense que la restauration, elle est 20 ans en arrière par rapport à l'hôtellerie. On voit arriver des plateformes qui proposent mettre à disposition du client les menus, que c'est assez simple, et la disponibilité des tables, et vendre avec un discount. Ça n'a pas de sens, mais on voyait la même chose il y a 20 ans pour les hôtels. Si on voit des plateformes comme La Fourchette ou des autres, tout est une question de participer, payer, donner une remise pour avoir une visibilité. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui ont un niveau de sophistication, pas des restaurants, pardon, avec leur propre site comme il faut, avec les menus mis à jour, avec toutes les choses que les hôtels font depuis des années, parce que la digitalisation a été beaucoup plus forte de leur côté. Mais il faut considérer aussi que les marges ne sont pas les mêmes. Les hôtels, normalement, ont beaucoup plus de marges que les restaurants pour investir. Donc moins d'opportunités, moins de leviers disponibles côté restauration. Non, je pense que plus. Ouais. Alors, moi, j'ai aussi une petite chose à dire. J'ai pas la sensation que le client soit prêt à payer sa blanquette de veau 12 € un jour et 18 € le lendemain. Alors que dans l'hôtellerie, on a pris le pas, quoi. Dans l'avion, on a pris l'habitude d'avoir un billet à 50 ou à 200 €. Dans l'hôtellerie, on a pris l'habitude d'avoir une chambre à 80 € ou à 300 € suivant le jour. La blanquette de veau, je prends la blanquette pour un plat typiquement français, mais j'aurais pu le faire avec une pizza ou un burger. Hein. J'ai du mal à croire que le client va accepter de payer son burger 2 fois plus cher tel jour par rapport à tel autre. Alors, on le paye déjà 2 fois plus cher quand on est sur un salon. Merci les gens du salon. Pas l'organisateur Food Hotel Tech, mais Viparis. Je sais pas, hein, c'est un truc où le client a sans doute du mal à faire. Vas-y, Ravier. On voit des restaurants qui utilisent La Fourchette, parce que c'est une plateforme très connue, pour mettre en remise, peut-être, si tu viens manger à midi. Mais si tu viens manger à 13h, même plat, même menu, tu n'as pas la remise. Donc, ils commencent vraiment à utiliser les outils de yield management pour optimiser la capacité qu'ils ont. Donc, ça arrive, mais tout doucement, et 20 ans ou 30 ans après, qu'on a vu ça sur l'hôtellerie. Après, la technologie existe pour qu'on puisse faire la commande en ligne à table, qu'on puisse avoir sa facture à table, la payer à table. On pourrait très bien imaginer que si le client on dit qu'il a par exemple 45 minutes pour manger, s'il a mangé en 24 minutes, on peut très bien lui faire une petite remise. Hein. Ça, on peut le faire aussi. Hein. On a les outils existent. Hein. Ils existent tous. Oui, mais il y a un problème, utiliser la technologie pour faire que des remises et des offres, ça n'a pas de sens. Mais on peut faire dans l'autre sens. On peut aussi le faire payer plus. S'il reste 52 minutes au lieu de 45. Non, mais on est bien d'accord. Mais vendre les choses à un prix plus bas, ça n'a pas de sens.
Donc, Étaler la demande. tout le monde pense, non, oui, il faut mettre une remise, un discount, je ne sais pas quoi. Non, pourquoi on n'utilise pas la technologie pour augmenter les prix? À mon avis, ça c'est beaucoup plus intéressant. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Ah, monsieur a une question là. Bonjour. Moi, je m'intéresse un peu à l'IA, l'intelligence artificielle, enfin, dans le secteur de l'hôtellerie, j'aimerais avoir un retour de votre part par rapport à l'usage de l'IA actuellement dans tout ce dont vous avez parlé, dans l'expérience client et ensuite surtout aussi dans la vente, la comparaison des prix par exemple, ou l'automatisation du pricing. Enfin, ce qui existe actuellement et ce qui va venir. Est-ce que vous avez une idée un peu prospective de l'émergence de l'IA dans le secteur de l'hôtellerie? Ce que ça va donner? Merci. Alors, IA à proprement parler, on a récemment, c'était annoncé la semaine dernière, il y a Google qui a lancé un nouveau canal, nouvelle typologie de campagne qui s'appelle PerfMax sur le travel. Et PerfMax utilise en fait le machine learning, donc un algorithme, pour aller en fait automatiser des campagnes, créer des campagnes, donc dans des choix de mots-clés par exemple, avec des ROAS donc qui sont cibles, des retours sur investissement cibles, avec un budget. Et il utilise le machine learning, c'est-à-dire il va aller scroller les sites pour comprendre un petit peu quelles pourraient être les annonces les plus pertinentes en fonction de l'internaute, de sa volonté, sa potentialité à réserver. Et il utilise ces outils. Il se positionne aujourd'hui sur toute la suite Google. Donc, c'est des campagnes Google Search Ads, Display, YouTube, Hotel Ads, Gmail, Discover et Maps. Et en fait, il va fusionner ces 7 canaux pour aller maximiser la visibilité des annonces. En fait, l'idée, pour que les gens comprennent un petit peu, c'est par exemple, vous faites avec une agence une campagne de Search Ads, de protection de marque sur le nom de votre établissement. Vous avez la capacité d'activer en parallèle, c'est vraiment un bouton on-off, une campagne PerfMax Travel. Et si vous avez un taux d'impression, par exemple, de 85%, Google va estimer qu'il y a 15 points qui sont un manque à gagner et aller chercher, en fait, à maximiser cette visibilité, ces 15 points qui restent de taux d'impression, pour aller combler finalement le manque à gagner. Et là-dessus, il utilise des outils de machine learning. Voilà. Ravier, tu veux dire quelque chose? Oui, on parle beaucoup de artificial intelligence et ça a beaucoup d'influence. L'exemple que Jérôme vient de partager, il est très pertinent parce que ça vient d'être mis en place par Google et ça aura beaucoup d'impact. Mais avant de parler de artificial intelligence, à mon avis, il faut parler de la connerie naturelle aussi parce que la gestion des prix et des disponibilités, c'est assez simple. On voit tous les jours, des hôtels qui vont fermer leur campagne de marketing parce que les budgets qu'ils avaient proposés est fini, mais ils vont laisser la porte ouverte à CTA et vont payer les 20-30% qui sont proposés par eux. Il ne faut pas beaucoup d'artificial intelligence pour gérer ça. Il faut juste avoir un peu de cohérence et de volonté pour gérer les canaux comme il faut. Donc oui, ça aura beaucoup d'impact, mais il y a vraiment des choses très simples qu'on peut faire sans une machine, sans un algorithme, sans un investissement sur des grosses choses. Merci. Il y avait une dernière question là, le monsieur. On va vous donner le micro tout de suite. Et le temps passe, là, il nous reste 1 minute. Bonjour. Rabier, vous aviez parlé de fin des cookies. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette partie? Rapidement, s'il te plaît. En 1 minute? Oui. Les dernières 20 ans, le marketing digital a été construit sur la cookie, c'est-à-dire un petit morceau de code qu'on va mettre sur chaque visiteur de nos pages. On a simplifié beaucoup les choses. Ça devait être fini il y a 12 mois déjà, mais pour différentes raisons, ce n'est pas le cas. On ne peut pas continuer à gérer le marketing de la même façon qu'on a fait pendant 20 ans, parce que les outils
et la protection des données a tout changé. Donc il faut commencer à réfléchir à audience et se munir de la technologie et surtout du savoir-faire pour opérer dans cette nouvelle étape. Mais on pourrait parler de ça pendant 1h30. Hein. En fait, on ne peut plus aujourd'hui planter une graine sur le navigateur de l'internaute, ce qu'on pouvait faire Tout à librement fait. avant. Avant, on pouvait planter une graine et il suffisait que quelqu'un passe et voit la graine, il disait hop, je peux m'en servir, ça marche, c'est fini. C'est un peu ça le truc. Ouais. Mais est-ce qu'il y aurait des alternatives par rapport à ça, justement La gestion d'audience, c'est pour ça que les plateformes deviennent de plus en plus importantes, Meta, Google, mais aussi Apple comme écosystème et des autres. Donc avoir la capacité de comprendre qui est le voyageur, l'utilisateur, mais pas via la cookie, sur des autres moyens. Jérôme, il a nommé tout à l'heure des lookalikes, demander à la machine de me dire qui est-ce que je peux trouver similaire à cette personne-là. On doit faire ça avec la technologie, mais pas avec les cookies, parce que ça va disparaître d'ici à 6 mois, je pense. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire votre mini-conclusion en 10 mots chacun? Allez, à toi l'honneur. Aujourd'hui, le visibilité et vente, de toute façon, c'est lié. Les établissements, les hôteliers ont des outils qu'ils n'avaient pas avant, notamment la suite Google, pour leur permettre de reprendre la main sur leur distribution. Et ça coûte moins cher que les commissions des OTA. Merci. Ça, Javier? c'était pas 10 mots, ça. Ça, c'est pas 10 mots. Oui, mais si je te dis ça, tu vas en faire 200, toi. Donc, Non, moi, je vais le faire en 6. vas-y. Okay? Une équation. Stratégie, plus technologie, plus marketing, plus volonté. La plus importante, c'est volonté, égale rentabilité et indépendance. Bravo. En tout cas, c'était un honneur d'être avec vous sur scène. Merci beaucoup. Merci à vous d'être restés à jusqu'à tous. la fin. Bonne fin de salon et peut-être sur une prochaine table ronde. Merci bien.